la responsable du comité femmes pour Québec solidaire de l'Université Laval. Juste avant de vous présenter la conférencière, j'aimerais vous dire qu'il y a une feuille à l'arrière où il est écrit nom, adresse électronique. Vous pouvez laisser votre nom, votre adresse électronique, puis vous allez sur la liste de diffusion. Ça ne vous implique en rien, c'est juste que vous allez recevoir quand il y a par exemple une conférence comme ce midi, les informations pour venir. Alors, maintenant, je vais vous présenter Mme Alexa Conradi, qui va nous parler aujourd'hui du statut de la femme ici et ailleurs, en faisant référence à la Marche mondiale des femmes. Alors, la présidente de la Fédération des femmes du Québec, Mme Alexa Conradi. Je pensais qu'on pourrait parler de la Marche mondiale des femmes un peu, vu qu'on vient de sortir d'une semaine et demie d'action qui a duré à peu près du 7 octobre, même si la marche officiellement commençait le 12 octobre, ça a commencé à être très public le 7 octobre et c'est poursuivi jusqu'au 17 octobre. Je ferai un petit peu le tour dans l'histoire de la marche, mais aussi qu'est-ce qu'on a fait avec la marche. Et à la fin, quand je vais avoir terminé, n'hésitez pas du tout à poser toutes vos questions. Donc, la Marche mondiale des femmes existe à partir de quelque chose qui s'appelle la Marche du Pain des Roses. La Marche du Pain des Roses avait lieu en 1995 où 850 femmes ont marché 200 km pour lutter contre la pauvreté. Et elles ont pris une dizaine de jours pour se rendre de Montréal, de Longueuil et de Rivière-du-Loup pour converger vers la ville de Québec, où le gouvernement les a attendus avec des réponses sur à peu près, des réponses relativement positives sur à peu près 6 des 9 revendications à l'époque. Et pendant cette marche-là, on avait invité des femmes qui venaient de pays ailleurs dans le monde, comme le Sénégal par exemple, et on découvrait en discutant avec elles à quel point, même si les conditions de vie des femmes, par exemple au Sénégal, ou bien en Afrique du Sud, ou bien au Brésil, sont nettement différentes que des femmes ici à beaucoup d'égards, les causes structurelles de la pauvreté que les femmes pouvaient vivre étaient similaires de partout dans le monde. Puis là, pour la plupart qui sont des étudiants et des jeunes aujourd'hui, vous connaissez la mondialisation depuis votre naissance. Mais pour celles qui marchaient en 1995, c'était une prise de conscience à quel point on naviguait dans des eaux de mondialisation qui avaient un impact sur les inégalités au plan économique pour les femmes de partout dans le monde. Évidemment, la marche, on m'entend mal? Il y a trop de petits coups. Déplacez-le un petit peu. Vous me faites signe aussi, là, si ça vous tombe sur l'air. Je pense que ça va me tomber sur l'air aussi. Donc, c'est ça. Alors, cette marche-là, avec la marche du Pain des Roses, on a, dès le départ, fait cette marche-là pour lutter contre la pauvreté que les femmes vivaient, parce qu'on avait identifié un phénomène qui s'appelait la féminisation de la pauvreté. Les femmes devenaient de plus en plus pauvres. Mais toutes les demandes qu'on a soumises au gouvernement, à l'exception de un ou deux, avait finalement un impact sur l'ensemble des personnes pauvres et pas juste les femmes. Et dès le départ de la marche du Pain des Roses et aussi de la Marche mondiale des femmes, on n'a jamais juste marché pour que les femmes améliorent leurs conditions de vie, mais que toutes les personnes dans la société puissent améliorer leurs conditions de vie. Donc, il y a eu la Marche du Pain des Roses, prise de conscience de la nécessité pendant la marche de se joindre à des femmes qui étaient au Mexique, au Mali, au Japon, pour réussir à créer des forces communes. Hein, si on se rappelle, il y a eu depuis de nombreuses années des débats sur les entreprises transnationales, sur leur rôle qui effrite le pouvoir des gouvernements d'agir sur leur propre terrain et que c'est un système économique mondialisé qui dicte aux gens et au gouvernement en quelque sorte comment agir. Et on a vu que partout dans le monde, les gouvernements se mettaient à se désinvestir dans les programmes sociaux, notamment au niveau de l'éducation. On voyait qu'au niveau de la santé, il y avait un désinvestissement. Et donc, ça nous a amené à se dire que si on voulait vraiment réussir à changer de poids, les femmes de partout dans le monde devaient se mettre ensemble. Et se mettre ensemble, non pas sur une base, le Nord vient aider les femmes du Sud avec toutes nos expériences et connaissances, mais les femmes du monde qui sont aux prises avec des enjeux dans chacun de leurs pays se mettent ensemble et de façon égalitaire pour construire une société différente.
Ça nous a amené à marcher en 2000 dans à peu près 160 pays. Et depuis ce temps-là, on a consolidé ce réseau-là dans le monde. C'est peut-être pas aussi grand qu'en 2000, mais c'est plus solide. Et là, en 2005, on a eu des actions. Et en 2010, on en fait aux 5 ans avec ce réseau international. Et cette année, on a décidé de mettre l'accent sur la question de la militarisation à l'échelle mondiale. Et la militarisation, pourquoi? Parce que, d'une part, on voit que dans les contextes de guerre, ce sont maintenant, à l'époque des guerres de tranchées, la plupart des décès des guerres étaient des soldats. Maintenant, c'est des civils dont à peu près 80% sont des femmes et des enfants. Et donc, il est nettement plus dangereux pour des femmes de vivre dans des contextes de guerre qu'à une époque où c'était vraiment pas la société civile qui était touchée. En même temps, les contextes de guerre augmentent les cas de violence conjugale, les agressions sexuelles dans la rue, et ça aussi met énormément d'investissement des fonds publics dans une industrie militaire et de guerre, plutôt que de le mettre dans le système de santé, dans l'éducation, dans les besoins de la population. Donc, il y a plusieurs raisons que les femmes dans le monde ont dit, là, ça va être important de, cette année, mettre l'accent sur la militarisation. Et donc, on a eu, il y a eu des actions dans 50aine de pays cette année, mais aussi 2 rassemblements internationaux, un en Colombie et un autre en République démocratique du Congo. Et en République démocratique du Congo, bien, là, l'idée, c'était, je ne sais pas si vous connaissez la situation là-bas, mais c'est un endroit où le viol a été utilisé comme une stratégie de guerre pour complètement déstabiliser la population locale. Et il y a des centaines et des centaines de viols qui ont lieu par année par des personnes militaires. Donc, et ça crée une sorte de terreur dans la communauté et ça déstabilise et ça permet à des entreprises minières, notamment multinationales, de piller les ressources parce que la communauté est trop désorganisée pour être capable de défendre leur sol propre à eux. Donc, enfin, vous voyez, il y a, avec la Marche mondiale des femmes, des expressions locales des enjeux, puis tantôt on va les regarder, quelles étaient les revendications de la marche, mais c'est toujours en lien avec ce que les femmes identifient collectivement dans le monde comme étant des problèmes à régler. Cette année, on a entamé la marche au Québec. On a lancé la marche au mois de mars, mais on a tenu nos actions tout dernièrement. Et avant de partir faire les actions-là, on regardait le contexte socio-économique au Québec et au Canada. On a un gouvernement conservateur au plan canadien. C'est un gouvernement qui, depuis qu'il est arrivé au pouvoir, a remis en question l'accès à l'avortement pour les programmes d'aide internationale. Il a complètement redéfini les programmes de subvention pour les groupes de femmes au Canada pour qu'on fasse uniquement de l'aide individuelle envers des femmes qui ont des problèmes personnels, mais pas du tout un travail de financement pour la défense des droits. Ils ont aussi remis en question la question de l'équité salariale pour les travailleuses de la fonction publique canadienne. Et on a vu aussi à beaucoup d'autres égards, comme des dérives du gouvernement conservateur qui touchent les questions des droits humains. Par exemple, ne plus rapatrier les personnes qui sont accusées de meurtre et ont été condamnées pour peine de mort à l'extérieur du pays. Alors que notre tradition, c'est qu'on ne les aime pas nécessairement, évidemment, les personnes qui ont commis un crime comme ça, mais on n'a pas une politique ici pour la peine de mort. Puis notre tradition canadienne, c'est de les ramener ici dans des cas comme ça. Mais ça, c'est des affaires qui dépassent plus spécifiquement des enjeux de conditions féminines. Donc, on voyait, on avait un gouvernement très hostile, finalement, aux droits des femmes et au féminisme comme tel. C'est un gouvernement au plan canadien qui se dit ouvertement contre ce que la plupart des choses qu'on peut faire dans le mouvement des femmes. Et dès son entrée au pouvoir, il a commencé à mettre des gestes pour chercher à confiner le mouvement des femmes au Canada. Et ça a des effets réels partout au Canada où les groupes de femmes se sont beaucoup affaiblis depuis leur arrivée au pouvoir. Au Québec, la Marche mondiale des femmes se construisait à un moment où on voyait avec le gouvernement au pouvoir en ce moment un budget
un budget, si on se rappelle, au mois de mars dernier, un budget qui consacrait quelque part des politiques très néolibérales où on se désinvestissait de plus en plus du système de santé publique, du système d'éducation. On a annoncé qu'on va hausser les frais de scolarité. On a, depuis ce temps-là, installé un plan de lutte contre la pauvreté qui est rejeté par tous les groupes sociaux du Québec. Et donc, il annonçait un peu ses couleurs en matière de lutte pour la solidarité sociale et la pauvreté en investissant une voie de plus en plus néolibérale. Et donc, on s'est dit, en entamant cette marche, cette fois-ci en 2010, on voit qu'il y a des forces très importantes qui sont en train de s'organiser de façon plus importante encore qu'il y a 5 ans et qui cherchent à remettre en question les éléments de base dans ce qui permet à l'égalité entre les hommes et les femmes d'exister, mais aussi dans la solidarité sociale. Et donc, si on parle de ça, c'est qu'on appelle ça, cette tendance-là, la droite sociale, la droite conservatrice, la droite économique. Puis la droite là-dedans, quand c'est une droite morale ou une droite sociale, généralement, c'est attaqué dans l'histoire à l'autonomie des femmes, au corps des femmes, à nos choix personnels, au rôle social qu'on veut jouer. C'est généralement une droite qui a envie de voir les femmes jouer un rôle beaucoup plus dans la famille qu'à l'extérieur de la famille. Et les politiques qu'ils mettent en place visent à enlever les services de l'État qui permettaient aux femmes d'avoir accès au marché du travail, mais aussi partager les responsabilités. Lorsque l'État se désengage de ces choses-là, bien les femmes se retrouvent avec plus d'éléments pour le soin de la famille et des enfants et tout. Et ça va dans la direction d'une droite conservatrice. Tendance à vouloir que les hommes, dire que les hommes et les femmes sont tellement différents et qu'on a des rôles à jouer. On ne les entendra pas dire ça comme ça, mais les politiques qu'ils choisissent nous amènent à ce genre de vision comme ça. Donc, on s'est dit que la marche avait un certain nombre d'objectifs au-delà des revendications qu'on portait. On voulait, avec cette marche, remettre des enjeux, des analyses féministes en avant-plan. Qu'est-ce que c'est être féministe? Ça veut tout simplement dire vouloir faire en sorte que ni loi, ni politique, ni normes sociales, ni pratiques de tous les jours, ni dans l'intimité, ni dans l'espace public, nuisent à la capacité des femmes de prendre des décisions par et pour elles-mêmes, puis, au sens positif, permettre de bâtir des rapports égalitaires sur une base de respect. C'est aussi simple que ça. On dit beaucoup d'affaires sur les féministes dans la vie, dans les journaux, à la télévision. On a tendance, notamment à la radio plus belle de Québec, on a tendance à dire beaucoup de choses sur qu'est-ce que c'est une féministe, mais c'est ça une féministe. Donc, on voulait faire en sorte que ces priorités redeviennent en avant-plan non seulement le gouvernement, mais aussi dans la société, quelque chose qu'on puisse débattre avec ouverture. On avait aussi, avec cette marche-là, quelque part, on savait que ce n'était pas avec la marche que ça allait se passer comme ça, mais d'avoir un impact pour faire reculer un agenda ou des orientations plus conservatrices et des orientations patriarcales des gouvernements qui s'installent depuis un certain nombre d'années. On voulait faire des gains avec des revendications, puis consolider la place du mouvement féministe, puis évidemment développer des appuis dans la population. Les marches mondiales, lorsqu'on se met en action comme ça, c'est une occasion d'interaction entre des femmes qui font un travail normalement plutôt dans l'ombre, dans des centres de femmes, dans les comités de conditions féminines des syndicats, dans les groupes de familles migrantes. Vous ne voyez pas au quotidien ce travail, mais lorsqu'on fait une marche, c'est une occasion pour être en contact tout le monde ensemble, puis de permettre de faire des débats. Donc, les revendications s'inspirent de 4 champs d'action qu'on avait à l'international. Donc, la Marche mondiale des femmes, les 50aines de pays qui ont organisé cette année des actions, avaient choisi des champs. Donc, paix et démilitarisation, je vous en ai parlé. Au Québec, ça s'est traduit de 2 façons. Un, c'est de demander à ce qu'il n'y ait plus de recrutement militaire dans les établissements scolaires du Québec. Le deuxième, c'était que le Canada retire les troupes d'Afghanistan immédiatement. Puis, que ce soit pour un mandat combatif ou le mandat qu'on va maintenant apporter, ou c'est pour entraîner les soldats
et les policiers à l'intérieur de l'Afghanistan. Je peux expliquer un petit peu plus tard le fond de ça, mais ce qu'il faut savoir, c'est que malgré l'intention ou les dires du gouvernement qui disaient qu'ils font cette guerre-là pour protéger les femmes afghanes avec qui nous travaillons, qui sont à la fois contre les fondamentalistes religieux et contre l'occupation, nous disent s'il vous plaît, sortez les troupes de là. Donc je pourrais l'expliquer plus tard. Autonomie économique des femmes. Un des enjeux pour les femmes vraiment de par le monde, c'est de ne pas avoir une certaine dépendance financière sur un conjoint. Au Québec et au Canada, ça fait 30 ans que nous sommes entrés de façon massive sur le marché du travail. Mais ce n'est pas parce qu'on est rentré sur le marché du travail qu'on arrive à avoir un salaire décent, puis les femmes continuent à payer à peu près 30% de moins que les hommes sur le marché du travail. Donc, on a des enjeux liés à ça. Et là, on s'est dit qu'il fallait commencer par la situation des femmes qui sont le plus aux prises avec la pauvreté, ce qui a un impact majeur sur tous les autres choix de vie, sur la santé, sur l'accès à l'éducation, sur tout le reste. Puis, en mettant l'emphase sur 2 demandes seulement, si on pouvait faire des pas là-dessus, on irait un petit peu plus loin sur d'autres qui s'en viennent. Donc, ce qu'on demandait, c'est une augmentation du salaire minimum. Pourquoi c'est un enjeu pour les femmes? C'est que selon l'année, 60 à 70% des travailleuses au salaire minimum sont des femmes. Mais tant mieux si les 30 ou 40% d'hommes qui travaillent au salaire minimum vivent une augmentation aussi. On serait vraiment très contents. Sur la violence faite aux femmes, ou le contrôle des corps des femmes, oui, ce qu'il faut savoir, c'est que dans le mouvement des femmes, pourquoi on lutte contre la violence? C'est évident, personne ne devrait avoir de la violence, subir de la violence. Mais quand il s'agit de violence à l'endroit des femmes, la cause de ça est entre autres une volonté de contrôler notre liberté, une volonté de contrôler nos corps. Et là, on a vu cette année plusieurs façons indirectes d'amener ce genre de contrôle. Mais là, c'est plus compliqué à suivre. On voit de plus en plus de publicité sexiste. C'est pour les femmes qui sont un petit peu plus âgées que moi, elles m'ont dit qu'il y a eu une période de temps d'à peu près 10 ans où il n'y en avait quasiment pas ou très peu. Et moi, les plus jeunes, là, on assiste à une recrudescence incroyable de la publicité sexiste. J'étais dans un pays en Europe la semaine passée, puis j'en ai pas vu du tout. Alors qu'ici, on en voit partout. Donc, qu'est-ce que ça fait, les publicités sexistes? Ça nous présente une image des femmes qui, même si on ne l'adopte pas nécessairement, on a une capacité de réflexion, de jugement et même de critique face à ça, il rentre tranquillement dans notre esprit et on sait que beaucoup de femmes ont des problèmes de rapport avec leur corps qui se traduit parfois avec des problèmes alimentaires, des troubles alimentaires. Et aussi, ça crée une certaine pression à rentrer dans une sorte de modèle unique de la beauté, d'une part, mais aussi ça présente comme le rôle des femmes souvent dans un rapport de séduction seulement. Ça ne veut pas dire que la séduction n'est pas bonne, mais est-ce que c'est comme ça qu'on doit être défini en tout temps? Donc, c'est plutôt par cet esprit-là qu'on trouve que dans les publicités sexistes, on vient jouer sur notre identité, notre liberté. Et ça, il faut le combattre. Et pour les hommes qui aussi regardent ces publicités sexistes-là, ça peut avoir un impact parce que parfois ils sont présentés aussi comme des Cro-Magnons. Ça, c'est vraiment pas plus pertinent pour l'identité masculine. Donc, on pense qu'il y a lieu de combattre le sexisme dans les publicités qui peut avoir un effet positif finalement sur les filles, mais aussi sur les gars. Sur la question de l'avortement, on a vu depuis 5 ans que des députés au plan fédéral ont amené 4 fois, 5 fois des projets de loi privés visant à revenir sur le droit des femmes de choisir d'avoir les enfants qu'elles veulent au moment qu'elles veulent et donc plus directement l'accès à l'avortement. Il y en a eu 5 projets de loi privés depuis 5 ans et il y en a un qui va être voté au mois de novembre. Et ça, on n'en revient pas qu'on est à l'étape d'avoir à lutter pour ce droit-là encore en 2010.
Et c'est parce qu'il y a des conservateurs au pouvoir du Parti conservateur, mais malheureusement, il y a des gens aussi au Parti libéral qui font partie d'un caucus pro-vie au Canada, qui cherchent par tous les moyens de revenir sur cette question-là. Et ils regardent comment ça se passe aux États-Unis pour venir utiliser les techniques d'érosion de ce droit comme ils l'ont fait aux États. Et on a une autre demande qui touche la question des droits des femmes autochtones. Le gouvernement du Canada devrait signer une déclaration qui reconnaît les droits des peuples autochtones dans le monde, puis le gouvernement canadien refuse toujours de le signer, ou s'il dit qu'il va le signer, il le fait avec des conditions. Et c'est comme, on sait qu'on a une déclaration des droits de la personne de l'ONU, mais il n'y a aucun gouvernement au Canada ou dans les provinces ou au Québec qui ont dit, ben, on va soumettre nos lois. En fait, on va soumettre cette déclaration-là aux lois du Québec ou du Canada. Et c'est ça qu'ils veulent faire au niveau des droits des peuples autochtones. Puis, dernière préoccupation de la marche, c'était de défendre les services publics contre la privatisation. Et on veut garder l'école universellement accessible à tous et à toutes, peu importe leur niveau de revenu. C'est essentiel pour les droits des femmes. Un des éléments les plus important pour l'accès des femmes à l'égalité dans le monde, c'est est-ce qu'on a accès à l'éducation. Donc, chaque fois qu'on érode cet accès-là, bien, on est en train de s'attaquer aux droits des femmes. Bon, même chose pour le système de santé. Quand on introduit une tarification, on rend l'accessibilité plus difficile. Quand on privatise le système, on le privatise comment? On l'amène certains aspects à l'entreprise privée qui va chercher d'abord des profits et apporter des frais, ou bien on va retourner dans les maisons, dans les familles de responsabilité qui étaient assumées par l'État. Et là, encore une fois, les femmes ont tendance à être particulièrement pénalisées, mais aussi pour des objectifs plus globaux de solidarité sociale, on est pour un système public. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? Il y a eu des marches, à peu près 300 activités à travers le Québec. On n'est pas encore capable de dire combien de personnes partout au Québec ont marché, mais il y a eu 300 activités dans toutes les régions du Québec du 12 au 17 octobre. Il y a eu des soirées culturelles. Vous avez peut-être vu un certain nombre de nos capsules vidéo qui ont permis de provoquer un certain nombre de réflexions. On a aussi fait des actions qui nous sortaient du lot cette année, dans la mesure où le gouvernement a décidé de ne pas entrer en dialogue avec nous sur les revendications et on s'est trouvé durant la semaine d'action avec la possibilité que le gouvernement ne nous réponde même pas alors qu'ils avaient les documents entre les mains depuis 7 mois. Et dans cette perspective-là, on voulait qu'ils comprennent qu'il fallait nous répondre et on a occupé le bureau de la ministre Saint-Pierre. C'est la première fois dans l'histoire de la Marche mondiale des femmes et probablement la première fois depuis 30 ans que le mouvement féministe, dans une grande collectivité, décide d'occuper un bureau d'une ministre. Et ce bureau-là, il y avait environ 9 femmes et sur les 9, 7 n'ont pas voulu sortir au moment où la police leur a demandé de sortir. Et il y a eu donc 7 arrestations, puis on est toujours en attente de savoir quelles ont été les accusations formelles. Et alors, si vous avez suivi, vous savez que toute la semaine, il y a eu beaucoup de controverses. Est-ce que ça veut dire qu'il faut bouger? Vous savez qu'il y a eu beaucoup de controverses durant la semaine. Vous savez qu'il y a eu beaucoup de débats. Et ça n'a pas découragé grand monde parce que notre rassemblement final, qui était à Rimouski, où on attendait à peu près 5000 personnes, même dans nos meilleurs espoirs, et il y a 10 000 personnes qui se sont pointées. Et donc, cette marche-là a permis de faire la démonstration que malgré des critiques qui ont été assez importantes sur la représentativité, sur la pertinence, sur la nature des demandes, il y a un public au Québec qui croit profondément ce qu'on est en train de porter. Donc, si on fait quelques constats de cette marche, le mouvement féministe dérange. On a vu qu'il y a eu beaucoup de débats publics au sujet de ce qu'on faisait. La droite est extrêmement puissante au Québec en ce moment et les médias peuvent contribuer pour beaucoup à diffuser cette pensée de droite-là et que même c'est de plus en plus clair, y compris dans les médias qu'on est habitué à avoir comme étant plus neutres.
Il y a un féminisme de droite qui s'articule en ce moment. Il y a des femmes qui se réclament davantage d'un féminisme de droite et elles sont en train de s'organiser jusqu'à un certain point. Et ça, c'est quelque chose qui est plus récent, quelque chose qu'on voit aux États-Unis plus, puis on voit au Canada, mais moins au Québec. Et là, je pense qu'on va le voir s'articuler de façon plus nette. Le mouvement féministe tel que nous le portons dans le cadre de la Marche mondiale des femmes est enraciné dans toutes les régions du Québec. 300 actions, marches, activités et tout, là, dans toutes les régions, c'est vraiment énorme. Il y a des nouvelles alliances qui se créent entre le mouvement féministe et d'autres milieux. Dans le milieu écologiste, par exemple, il y a une longue tradition d'être anti-nucléaire et anti-guerre. Et avec nos revendications sur le recrutement militaire, par exemple, bien, on a vu qu'il y avait des alliances qui pouvaient se tisser à ce niveau-là. On a vu avec le milieu étudiant, à plusieurs égards, qu'il y a eu des liens qui ont commencé à se tisser beaucoup plus dans le milieu étudiant et avec la Marche mondiale des femmes, et je pourrais aller plus loin. Puis, la nature de nos luttes se sont clarifiées. Donc, le gouvernement a répondu favorablement à une seule demande, c'est-à-dire sur le retour des cours d'éducation sexuelle à l'école. On trouve ça pas normal qu'il n'y ait pas de cours d'éducation sexuelle à l'école. Pourquoi? Bien, évidemment, il y a toutes les questions de maladies transmises sexuellement et tout, là, mais ça, c'est un peu mécanique, là. Hein? Il faut savoir comment utiliser un condom comme il faut, puis bon, ça, c'est réglé dans un cours. Ce qui n'est pas réglé dans un cours, c'est comment on en parle. Comment on négocie nos rapports sexuels pour que chacun se sente respecté? Comment on négocie le lien? La sexualité, c'est pas juste une affaire mécanique, c'est une affaire qui est inscrite dans des rapports sociaux. Comment les filles et les garçons interagissent ensemble? C'est quoi les préjugés envers les gays et lesbiennes et qu'est-ce que ça a un impact dans la société? Il y a un ensemble d'éléments dans les cours d'éducation sexuelle qui peuvent être abordés pour mieux équiper les jeunes de faire face aussi aux publicités sexistes. Les recherches montrent que lorsqu'on a accès à une réflexion critique, puis on le développe, notre propre réflexion critique, les impacts des publicités sexistes sont moins importants dans comment on se conçoit. Donc c'est super important. Le gouvernement a répondu favorablement à ça. Mais pour le reste, a plutôt choisi de maintenir exactement la même voie que prévu. Donc, la marche a permis de clarifier en quelque sorte qui porte quoi comme vision de la société. Le gouvernement, avec le budget, a déjà annoncé un petit peu ses couleurs, puis les a pas modifiées avec la marche. On a vu aussi que ce gouvernement-là, notamment la ministre de la Condition féminine, est très pro-militariste. Elle a fait des déclarations très nettes sur son appui à l'armée. Puis pour elle, un travail à l'armée, c'est un job à l'armée, c'est la même chose qu'un job comme infirmière, comme professeur, comme travailleur de la construction, travailleuse de la construction. C'est pour elle, c'est exactement la même affaire. Pour nous, c'est pas le cas. Ça ne veut pas dire qu'on est contre l'armée. Ça veut juste dire qu'on pense qu'il a un rôle très, très particulier à jouer, qui n'est pas du tout une carrière comme une autre. Enfin, donc des choses se sont clarifiées avec cette marche-là. Et pour terminer, à l'échelle internationale, je vous ai parlé qu'on a eu deux rassemblements internationaux, un en Colombie et l'autre en RDC. Alors, une des contributions de la marche, puis c'est une des critiques que nous avons reçues comme mouvement des femmes au Québec depuis 10 ans, puis je trouve que c'est une critique qui est peut-être pas méritée, c'est qu'on ne s'occupe pas des femmes ailleurs. Mais on ne s'occupe pas des femmes ailleurs, c'est vrai, dans une perspective de charité. On s'occupe des femmes ailleurs, comme on s'occupe des situations des femmes ici, et on se met ensemble pour voir ensemble c'est quoi les enjeux, c'est quoi les problèmes, quelles sont les solutions à poser, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble. Et c'est toute une différence. Alors, République démocratique du Congo, c'est un pays qui est en train de sortir d'un conflit armé. C'est un pays qui en surface est démocratique, mais on ne peut pas vraiment dire que c'est démocratique. C'est un pays où les femmes sont visées encore aujourd'hui par des bandes armées, parfois liées à l'armée nationale, parfois liées à l'ONU, parfois liées aux bandes armées des pays voisins, qui s'inscrivent dans des dynamiques de toute la région des Grands Lacs en Afrique
Et on a décidé de faire une action avec les femmes localement, qui, elles, ont défini la nature de l'action, qui ont organisé 4 jours d'ateliers, de réflexion, de discussion sur quelles étaient les solutions à apporter. Et au terme de ça, il y a eu une marche. Imaginez, là, on est dans un contexte post-guerre, où il y a encore des conflits armés, où les femmes sont victimes de viols de façon quotidienne. Et il y a eu une marche de 20 000 femmes dans la rue, qui ont pris leur courage, qui ont décidé de s'affirmer malgré les risques pour la suite des choses. Puis c'est un lieu où il y a des risques pour la suite des choses. Une des actions qu'on avait, c'était d'aller en convoi sur une route que ici au Québec aurait pris 2 heures pour faire, mais là-bas prenait 5 heures pour faire, pour aller visiter un endroit où des femmes, 13 femmes, 1 homme ont été enterrés vivants après avoir été violés, pour faire une commémoration. Pour ces 5 heures de route-là, il a fallu un convoi, la protection de l'ONU, avec beaucoup d'infrastructures de sécurité pour juste se déplacer. Donc, on sait que lorsqu'on quitte un pays après ça, tout ce qu'on va avoir fait là, il faut que les femmes soient prêtes à l'assumer parce qu'il peut y avoir des représailles, il peut y avoir des dangers pour elles. Donc, ça c'est comment on travaille dans la marche. Je suis allée en Colombie cet été pour une rencontre, ça s'appelait la rencontre des peuples, des femmes et des peuples des Amériques contre la militarisation. La Colombie est un pays aux prises avec la militarisation, avec des paramilitaires, avec une armée, la police, qui contribuent tous à la violence envers les femmes. Il y a eu 91 000 cas de viol envers les femmes en dehors de contexte conjugal ou amical ou étranger. C'était par des forces de l'ordre. L'armée nationale, la police. Donc, on est allé à cette rencontre-là. On était environ une quarantaine de femmes de la Marche mondiale des femmes des Amériques pour répondre aux besoins des femmes-là qui disaient « On a besoin que vous soyez là pour entendre notre réalité, pour apprendre de ce qu'on fait, pour comprendre comment ça fonctionne, cette histoire-là, et puis quand vous rentrez chez vous, pour le dénoncer, pour nous aider à faire changer les choses. » Alors, qu'est-ce qui se passe en Colombie? D'une part, l'armée, le gouvernement pense que l'action de l'armée est des problèmes individuels de quelques personnes. Donc, il ne le voit pas comme un problème global et donc les viols sont commis dans un contexte d'impunité. Donc, il faut dénoncer ça puis voir comment on met fin à l'impunité. Aussi, les compagnies minières, notamment canadiennes, bénéficient de lois très souples, notamment dans une entente de libre-échange Canada-Colombie, qui fait en sorte qu'ils peuvent aller là, faire à peu près leurs règles et leurs lois, et ils embauchent des paramilitaires pour faire taire toute contestation et pour faire déplacer les populations, et qui parfois violent les femmes pour faciliter les déplacements. Donc, tout ça nous amène à réfléchir sur quel est le rôle du Canada dans l'encadrement des entreprises minières ici. Donc, vous voyez, la marche, c'est quelque chose avec des couches importantes et que même si on vient de finir une marche, bien, la poursuite, cette lutte-là va se maintenir et on va le faire avec les femmes dans le monde. Puis j'ai mis une dernière affaire. États généraux du féminisme et de l'action féministe, pardon, j'ai fait une erreur. Dans la suite des choses, le mouvement féministe au Québec commence après cette marche-là à faire une démarche qui va durer à peu près 2 ans, de grands brassages d'idées, de grandes réflexions sur comment après 20 ans où on s'est orienté avec les marches, quels sont les nouveaux enjeux, quel bilan on fait de notre action, et là on va se donner des orientations et une vision pour l'avenir. Donc ça aussi, c'est un peu dans la poursuite de la marche, on va faire ce travail. Donc, si vous avez des questions, ça me fait plaisir. Oui, monsieur. Oui, vous parlez de la Colombie. En ce qui on parlait des paramilitaires, mais le FARC, qu'est-ce que vous en pensez? Oui. Alors, en Colombie, il y a aussi non seulement des paramilitaires, mais aussi des guerriers. Et c'est compliqué. Je n'ai pas réussi, le temps que j'étais là, de bien comprendre le rôle et l'action des guerriers en Colombie. Parce que, d'une part, mettons, dans le pourcentage, je donnais l'état des viols, par exemple, 70% des viols commis par des forces armées sont commis par l'armée, par la police.
Et le reste, c'est commis par, 18% c'est commis par les paramilitaires et peut-être 10% par le FARC. Le FARC, c'est les paramilitaires, pas les paramilitaires, c'est les guérillas. Historiquement, c'est comme un groupe de défense armée dit de gauche. Et ce qui est compliqué avec eux, c'est que certains sont devenus criminalisés et contribuent à la question des drogues, puis la distribution et la vente de drogue. D'autres sont restés proches de leurs valeurs. D'autres sont appuyés par certains mouvements à l'intérieur du pays. D'autres ne sont pas du tout. Et ça, là, pour les 10 jours qu'on était là, on n'était pas en mesure de bien saisir leur mot. Et aussi pour la réaction contre la démilitarisation, quand on a vu la télé, on a eu l'impression que vous aviez baissé vos défenses, vous avez abandonné le combat. Qu'est-ce qui vous a fait changer d'idée si vite? OK. Alors, c'est peut-être une impression pour nous, on n'a pas du tout changé de position. Ce qu'on a voulu faire, parce que vous avez peut-être vu, hier, on avait une capsule vidéo, et dans la capsule vidéo, il y avait une portion où il y a une femme, c'était une vidéo où il y avait une femme qui jouait le rôle d'une mère de militaire qui avait perdu des enfants dans le contexte de la guerre en Afghanistan. Avec cette vidéo-là, on avait une portion où elle exprimait une très grande colère envers le gouvernement canadien du fait qu'elle perde son enfant, puis elle se demande si, avec la peine quelque part qu'elle avait, comment se fait-il, est-ce qu'elle aurait dû avoir des enfants puis pour envoyer chair à canon. Et ça a vraiment offensé une mère en particulier, deux militaires. Et ce qu'on s'est rendu compte, c'est que nous, notre intention, c'était de dénoncer la guerre en Afghanistan, mais pas de faire sentir à des mères de militaires qu'on les visait personnellement. Donc, on a enlevé la portion qui venait toucher les mères de militaires, parce que vraiment, ce n'était pas elles qu'on visait, et donc on a enlevé ça. Mais la critique de la guerre en Afghanistan, elle est tout aussi présente, on l'a portée tout au long. On continue à être actifs là-dessus. D'ailleurs, il y a un sommet populaire contre la guerre au mois de novembre, je pense, c'est-tu en fin de semaine ou c'est l'autre d'après? Merci. Où on est actifs. Donc, pour nous, ce n'était pas un recul politique, c'est un ajustement parce que ça crée un obstacle à l'échange. Et je pense que ça, c'est aussi important de pouvoir savoir quand est-ce qu'il faut s'ajuster dans la vie. Puis surtout que l'interprétation, certaines l'ont interprétée comme nous, on l'avait interprété au moment de la création. Mais d'autres l'ont interprété vraiment autrement et c'est pour ça qu'on a agi là-dessus. Est-ce que... il y en a d'autres aussi. Oui, monsieur. Oui, est-ce que vous pourriez développer davantage ce dont vous avez parlé tantôt, le féminisme de droite? Qui en fait partie? Quels sont les buts? Et qu'est-ce que l'association tente faire par rapport peut-être à certaines dérives de certaines féministes de droite? Alors, j'aimerais que vous en parliez un peu plus. Mais, mettons, aux États-Unis, parce que vu que ce n'est pas encore complètement clair au Québec, qu'est-ce que ça va vouloir dire, mais je pense qu'il se développe. Mais aux États-Unis, ça peut prendre la forme de faire complètement abstraction des positions que des femmes en politique vont porter, puis de faire la promotion, par exemple, de candidats comme Sarah Palin, et de dire que c'est donc bien formidable, elles sont là, elles sont actives et elles se réclament du féminisme, même si tout ce qu'elles disent vient nuire au projet féministe qu'on peut porter historiquement. Je veux dire, Mme Palin, c'est une femme qui est contre le droit à l'avortement. Elle est pour des rôles relativement traditionnels entre les hommes et les femmes, avec des idées bien enracinées sur comme les hommes sont comme ceci et les femmes sont comme cela. Elle est pour la déconstruction du rôle de l'État dans la vie des gens, notamment, on peut penser à comme le système de garderie ici, par exemple, au Québec. Ce ne serait jamais possible sous sa gouverne parce qu'elle pense que les problèmes des individus doivent se résoudre au plan de la famille. Et le féminisme de droite au Québec, mettons que je peux voir poindre, c'est un qui n'a pas envie vraiment de voir les causes sociales des inégalités et pense que parce qu'on a un état de droit qui permet une égalité entre les hommes et les femmes, bien, c'est plutôt aux femmes maintenant de complètement s'affranchir de leurs droits légaux, puis de ne pas voir quels sont les éléments systémiques qui contribuent encore aujourd'hui à rendre l'application de ces droits effectifs. Donc ça serait donner un exemple. Au Canada, je compléterai, au Canada, il y a un groupe qui s'appelle
Real Women, R-E-A-L Women. Puis je ne me rappelle plus qu'est-ce que chacun de ces lettres veut dire, mais c'est un acronyme. Elle se définit d'un féminisme probablement chrétien de droite, et je ne dis pas que tous les chrétiens sont de droite, entendez-moi bien, et qui vise depuis ses débuts de prendre quasiment toutes les affaires que le mouvement féministe organisé en groupe se sont données pour dire ça on ne veut pas ça, ça on ne veut pas ça. Le système de garderie, elles veulent des rôles traditionnels pour les femmes dans la maison. Ça ne veut pas dire que de travailler à la maison avec des enfants c'est mauvais, mais il faut avoir les options. Puis si on travaille à la maison, il faut protéger notre autonomie économique parce que les femmes sont toujours plus pauvres à la retraite. Deuxième question, puis après ça, je vais aller à Madame. J'aurais une question tantôt concernant, de toute façon, il faut la poser, concernant les cours d'éducation sexuelle. Ça serait une autre question après celle que je voudrais vous poser. Ah ben, vous allez prendre une parce qu'il y en a d'autres, puis après ça, s'il y a du temps, ben, on fera d'autres tours, OK? Bon, choisissez. je vais revenir. Alors, votre position, vous avez soutenu devant la commission parlementaire qui est très controversée. Alors, comment vous conciliez ça? Est-ce que c'est une avancée pour le féminisme ou contre? Parce que vous voyez qu'il y a bien des musulmans qui ne sont pas d'accord avec votre position, comme vous avez vu la réaction de certains membres de la commission. Alors, est-ce que ces personnes-là font partie du féminisme de droite? Est-ce que ça, à la limite, ça peut être une bonne chose, finalement? OK. Alors, dans une ligne gauche-droite, c'est compliqué. Donc, je pense qu'il faut sortir de cette discussion-là d'une réflexion gauche-droite sur la question des signes religieux, puis le niqab, le burqa et tout ça. C'est plus compliqué de le traiter d'une perspective gauche-droite. Ce qu'il faut savoir, c'est que la FFQ, donc là, on n'est plus dans la Marche mondiale des femmes, là, c'est la Fédération des femmes du Québec, a une position sur la question des signes religieux qui dit qu'on est contre le niqab et le burqa. Et c'est bien important que ce soit bien compris de tout le monde parce que ça, là, c'est le traitement médiatique de notre position. Vous pouvez donner l'impression qu'on était pour le burqa et le niqab. Non. On pense que ces outils-là sont des outils d'enfermement et d'oppression des femmes qui n'ont aucune place dans une société démocratique. La question, c'est sur quoi le gouvernement doit légiférer. Et c'est un débat profond et difficile. Donc, ce qu'on a défendu jusqu'ici, c'est que tout ce qui est l'espace public, hein, dans la rue, disons, prenons ça simple, dans la rue, on ne pense pas que le gouvernement devrait légiférer là-dessus et qu'on devrait juste laisser aller les normes sociales, les débats publics, les interactions à l'école, les cours d'éducation sexuelle, le rapport égalitaire qu'on développe dans les milieux de travail, tout, jouent un rôle pour limiter l'expansion le plus possible de l'utilisation de niqab ou bien de burqa par des femmes dans la rue. Et que, de toute façon, la deuxième génération des femmes qui viennent ici, qui portent le burqa, là, elles ont moins tendance à le porter. Par ailleurs, en ce qui concerne la fonction publique, notre position pour les gens qui travaillent dans un bureau de la fonction publique ou bien comme infirmière ou comme enseignante, c'est qu'elles devraient et ils devraient pouvoir porter des signes religieux parce qu'on pense que ça ne les empêche pas de jouer leur rôle correctement dans la société et notamment pour les femmes elles-mêmes qui portent, et non pas le burqa puis le niqab, entendez-moi bien, mais qui portent le hijab, donc juste le foulard. On pense que d'interdire le port du hijab dans la fonction publique peut avoir un effet plus néfaste pour leur intégration sociale et économique au Québec que l'inverse. Donc, on souhaite qu'elles puissent avoir accès au travail. C'est un droit fondamental au Québec, c'est un droit fondamental à l'échelle internationale, et on pense que d'avoir accès au travail est la manière la plus importante pour elles d'être en interaction avec les Québécoises de toute origine et les Québécois de toute origine, et que ça, c'est nettement plus intéressant que des jobs parfois dans des contextes ghettoisés, des jobs uniquement dans le milieu privé, ou bien pas de job du tout. Donc, c'est pour ça que ça nous amène à avoir cette position-là. Voilà. Il y avait elle en arrière, en rouge. En fait, c'était juste pour apporter un point. Je pense que soi-disant les féministes qui défendent des positions conservatrices, elles sont simplement
et encore, il y a des problèmes d'interprétation aussi à ce niveau-là, surtout les personnes ne sont pas d'accord, mais globalement, c'est interprété comme les hommes ne sont pas capables de se retenir, du coup, il faut se cacher nos atours. Et même le terme du sexe, c'est un voile sur les atours. Donc, je veux dire, à ce niveau-là, il y a quand même, c'est comme vous faites une concession, je comprends votre position sur le fait qu'il faut qu'elles aient le droit au travail, qu'elles soient démarginalisées. Mais en même temps, dans les pays du Maghreb et dans certaines minuscules en France, il y a un débat, il y a des femmes musulmanes qui vont dire on est féministe, mais on veut quand même garder une aussi de religion. Mais en quelque sorte, c'est un peu comme, pas totalement du féminisme, parce que je veux dire, à partir du moment où on considère que les hommes peuvent vous violer parce que vous êtes habillés d'une certaine façon, il y a un problème à ce niveau-là. Alors là, vous êtes dans qu'est-ce qu'un signe veut dire dans un contexte contemporain alors qu'il y a un sens qui a été donné dans un texte religieux à une certaine époque. Parce que c'est vrai que, je l'admets et on va l'admettre à la FFQ, que le sens qu'on a voulu donner à l'origine du voile ou du hijab, c'était parce que les femmes créent trop de tentations pour les hommes. Les hommes ne sont pas capables de se retenir. Dans cette philosophie, les hommes ne sont pas capables de se retenir. Et donc, c'est aux femmes de se couvrir de manière à éviter le problème du désir des hommes. Vraiment, c'est plus patriarcal que ça, il n'y a pas. Hein? Et donc, ça, il faut s'ériger contre ça. Mais ce qu'on voit avec le temps, c'est vrai pour les gens qui sont pratiquantes catholiques, c'est que les gens ont un rapport beaucoup plus critique face à leur pratique religieuse que la lecture du texte direct, sauf chez les fondamentalistes. Et les gens développent un rapport critique. Donc, chez les catholiques, il y a plein de divorcés, mais ils sont tout aussi pratiquants. Mais pourquoi il n'y a pas de droit de divorce? C'est probablement tout aussi patriarcal. Donc, la question, c'est de reconnaître que des gens peuvent avoir dans leur propre pratique une distance entre les préceptes du texte qui sont fondamentalement patriarcales, sexistes et répugnants, et comment ils vivent ça au quotidien dans leur vie. Et quelque part, ce qu'on veut dire, nous, à la FFQ, c'est qu'il faut lutter contre toute obligation et il faut lutter contre toutes les interdictions, sauf pour le burqa et le niqab. Donc, les obligations, je pense qu'on n'a pas encore fait au Québec un travail suffisamment sérieux, à la fois dans le mouvement des femmes, mais on commence à le faire, mais aussi au plan étatique, de comment on crée des conditions pour que les filles qui subissent des pressions dans leur communauté puissent s'en défaire, mais aussi qu'on ne fait pas payer le prix d'un débat public par celles qui sont en fait finalement seraient le plus pénalisées. Parce que, comment je peux dire, ce qu'on a tendance à faire, c'est qu'on dit pas de voile, on ne veut pas le voile, mais c'est qui va payer le prix de ça? Et je pense qu'on serait mieux servi par l'inclusion de ces femmes-là à l'intérieur de tous les réseaux économiques et sociaux du Québec. Et là, on peut discuter, on peut échanger. Certaines vont l'enlever, d'autres ne vont pas. Et plusieurs donnent un sens complètement différent à leur voile que ce que vous avez décrit là. Et ça aussi, il faut le reconnaître. C'est un fait qu'on aime ou n'aime pas. Hein? Ce voile-là, il est là pendant un bout. Il va être là, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, il est là. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour composer avec? Puis, je pense qu'en France, parfois, ça amène plus d'exclusion et de ghettoisation. Et au Canada, le multiculturalisme canadien fait aussi des ghettos. Donc, ce qu'on cherche à créer avec notre position, c'est un espace un peu entre les deux. Puis, on ne sait pas encore. On n'est pas dans une... C'est pas mathématique, cette question-là. On essaie de voir. Puis, on va faire le mieux. Il y a une dernière question ici, puis je savais qu'on peut... Est-ce que vous pensez qu'ici au Québec, en 2010, que le mot féministe a fait son temps et est rendu démodé, puis qu'on ne peut pas le remplacer par un mot qui a plus l'égalité des sexes, tout ça dans le but de peut-être réunir plus de monde à la cause, puis d'éviter les mauvaises critiques des radios puis des gens qui ne connaissent pas vraiment
Oui. C'est quoi la cause que vous faites? Alors, depuis le début du féminisme, il y a eu un traitement particulièrement vicieux à beaucoup d'égards qui ont fait des associations injustes à l'endroit du mot. C'est vrai qu'au début du féminisme, il y a eu des moments plus rock'n'roll, là, où il fallut défoncer des murs et donc certains se sont sentis un peu offensés. Mais aujourd'hui, j'avoue que c'est plutôt une responsabilité des radios nouvelles ou d'autres d'arrêter le traitement aussi démagogique de cette question-là. Parce que, pourquoi on tient au mot? Parce que c'est le mot qu'on a choisi pour nous. Puis c'est un mot qui décrit non pas une exclusion ou une haine des gars, c'est un mot qui décrit une volonté de changement dans une perspective globale qui vise à questionner à la fois le patriarcat, qui au Québec prend des formes beaucoup plus subtiles qu'ailleurs, mais qui continue à dire ce qu'on a à dire. Puis écoute, il y a eu dans l'histoire de toutes les luttes du monde, des mots qui ont été ciblés par des adversaires et qui ont été associés à toutes sortes de mots, M-A-U-X. Et en faisant ça, c'est une tentative de marginaliser. Donc, pourquoi on tient au mot M-A-O-T? On tient à ce mot, au mot féministe parce que c'est ce qui représente ce qu'on veut dire. Après ça, le fait qu'il y en a d'autres qui le déforment, bien, ça fait partie de notre travail d'éducation. Puis, je dirais en terminant là-dessus que dans le cadre de la Marche mondiale des femmes, j'ai vu beaucoup d'hommes marcher avec nous. On travaille avec beaucoup d'hommes. On travaille, c'est vrai qu'ils ne sont pas membres de la Fédération des femmes, puis ça c'est correct aussi que ce soit une Fédération des femmes, mais on travaille avec énormément de coalitions où il y a des hommes. De nos groupes membres, les comités de conditions féminines, par exemple, des syndicats, c'est des regroupements de femmes à l'intérieur de groupes mixtes qui travaillent au quotidien avec les hommes. C'est la même chose pour des associations étudiantes et ainsi de suite. Donc nous, on est au quotidien dans le travail de partenariat avec des hommes et ça ne cause aucun problème. Je trouve que c'est même une bonne affaire. On va dans les écoles, on rencontre des garçons et des filles, on veut que les hommes marchent avec nous et il peut y avoir des espaces de réflexion où les hommes amènent leur réflexion aussi sur qu'est-ce qui a besoin de changer pour qu'on atteigne l'égalité. Ça, je pense que c'est quelque chose à explorer, mais il n'y a pas de raison d'abandonner le mot féminisme juste parce qu'il y a des gens qui ont marché dessus. Mais en ce qui concerne le cours d'éducation sexuelle, on a déjà eu la question. Comment ça se fait? Est-ce que la Fédération a analysé pourquoi le cours est tombé? Parce qu'elle en a déjà eu. Oui. Puis, si elle peut le remettre, quels sont les moyens qu'elle va prendre pour que ce cours-là puisse réussir? Parce que dans le passé, elle a été expliqué ce cours-là. Oui. Alors, ce cours-là a été abandonné à peu près en 2001 parce qu'il y avait trop de choses sur le programme. Et puis, avec la réforme scolaire, on l'a réintégré, mais de façon transversale. Donc, on va l'aborder en... je ne me rappelle plus par cœur le nom du cours, mais un peu biologie, sciences, technologie, je ne me rappelle pas comment ça s'appelle. On va l'aborder de façon transversale. Ce qui veut dire que c'est très aléatoire, c'est selon chaque prof, chaque école, certains vont en recevoir, d'autres ne le recevront pas. On a regardé avec le gouvernement des façons de les réintégrer, puis ce qu'on ne veut pas, c'est qu'on ne va pas un cours de sexualité comme un cours de français, on n'aura pas autant de cours de sexualité que ça, mais l'idée c'est d'avoir des séances dans l'année qui soient accessibles à tous les jeunes chaque année, donc pas juste une année, puis après ça on l'oublie, mais qui évolue aussi selon l'âge des jeunes pour que ce ne soit pas juste un sujet qui est abordé, mais que ça devient plus complexe avec le temps. Et puis, c'est tout à fait faisable, puis j'ai même regardé un début de proposition du gouvernement qui commence à être intéressant. Ce qui est important, c'est que ce ne soit pas juste de l'information livrée, mais des échanges où il y a réflexion autocritique. Et ça, ça pourrait faire partie du plan gouvernemental. Ça a l'air que notre temps est écoulé. Merci de votre présence.